Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans notre édition en 3 parties. Dans un instant, le JT des territoires réalisé avec le réseau VIA et les télévisions locales de France. Puis Territoire d'info avec l'invité politique. Aujourd'hui, c'est Olivier Dussopt, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui sera notre invité en direct sur ce plateau. Enfin, troisième partie avec l'actualité sénatoriale et parlementaire. Tout de suite, c'est le JT des territoires. On s'y retrouve dans un instant. Certains le savent, c'est le début des épreuves du bac 2019 avec la philosophie, mais aussi, comme cela semblait se profiler, avec des professeurs qui manifestaient à l'appel de plusieurs syndicats de l'éducation nationale. À Montpellier, ils s'étaient donné rendez-vous devant un centre d'examen et ont montré leur opposition au projet de réforme du bac prévu en 2021 en se bâillonnant. Anne-Sophie Pellegrini pour VIA Occitanie était sur place, regardez. Je vais vous demander de garder, de ne pas retourner ou de ne pas ouvrir le sujet. Comme chaque année, la rectrice de Montpellier distribue des copies d'épreuves du baccalauréat à des élèves devant la presse. Moment de stress pour ces jeunes du lycée Jules Guesde à Montpellier, pas forcément aidés par la présence des journalistes ni par les manifestations de leurs enseignants ce lundi matin. Devant leur centre d'examen, ici, au lycée Mermoz. Le but n'est pas de bloquer ni même de les déranger, mais vraiment de faire une action un peu coup de poing, là, de faire la grève des examens quand même, ça s'est pas souvent vu dans l'histoire, pour montrer à quel point cette réforme est mauvaise pour l'éducation nationale. Alors cette année, la présence de la rectrice devant les caméras ne sert pas uniquement à marquer le coup d'envoi du bac, mais aussi à rassurer. On reste ici, on se met un peu près de la salle. Nos proviseurs, bien sûr, ont appelé plus de monde que prévu, effectivement, à l'intérieur des établissements pour que la surveillance puisse s'effectuer tout à fait. Et tout le monde compose, je l'espère, avec beaucoup de sérénité et de concentration. Dans l'académie de Montpellier, on compte 6,8% de grévistes lors des épreuves du baccalauréat. Le centre-ville d'Argenteuil fait partie des 32 quartiers de reconquête républicaine annoncés en début d'année. Avec ce dispositif, la police de sécurité du quotidien sera renforcée de 15 agents supplémentaires. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Argenteuil pour ce lancement. Gaspard Flamand pour VIA Grand Paris, notre partenaire, l'a suivi pour nous. Regardez. Vous allez voir plus de policiers, voilà. On va être très présents. Parce qu'on va commencer à se sentir un peu plus en sécurité. Ouais. Si cette commerçante est rassurée, c'est parce que le quartier où se trouve son magasin va être classé reconquête républicaine. Ce dispositif, lancé en 2017, va s'appliquer au centre-ville d'Argenteuil et en fera ainsi la 5e ville du Val d'Oise concernée par cette mesure. Il y a des problèmes de délinquance dans le centre-ville d'Argenteuil, que nous connaissons bien évidemment parfaitement. Et il y avait besoin d'abord de partenariat de sécurité, mais il est en place ce partenariat, et puis ensuite d'une action policière renforcée. Et c'est ce que nous allons faire, et c'est ce que nous faisons sur ce territoire. Ce sont 15 policiers supplémentaires qui seront déployés sur la ville à partir de septembre, qui s'ajouteront aux 240 déjà présents. Ils formeront une nouvelle unité de proximité avec une spécificité. Ni voiture, ni vélo, ni même cheval pour leur déplacement. On va créer une brigade dédiée qui va patrouiller à pied de façon visible sur le terrain, à la fois pour se rapprocher de la population et en même temps, le cas échéant, pour mettre en œuvre des mesures de fermeté contre les délinquants. Sur la réserve au moment des annonces faites par le gouvernement en février dernier, le maire d'Argenteuil, qui attendait des mesures concrètes, se dit aujourd'hui content des réponses apportées. Un moyen pour lui de compléter les dispositifs existants. Ça va nous permettre d'être réactifs, d'agir plus en prévention qu'en guérison, si je puis dire. Le but, c'est de prévenir des gens qui sont mal intentionnés, plutôt que d'agir après coup lorsque le méfait est commis. Le centre-ville d'Argenteuil fait partie des 32 nouveaux quartiers de reconquête républicaine annoncés en début d'année avec Fossouvre à l'est du Val d'Oise. Il s'ajoute à celui de Sarcelles-Garges-les-Gonesse, déjà intégré au dispositif depuis 2018. Avec l'arrivée de la chaleur, le département et la préfecture des Alpes-Maritimes ont lancé la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Plus de 4000 soldats du feu seront mobilisés cet été dans le département. Comment combattre ce fléau ? Regardez ce reportage d'Azur TV, notre partenaire dans le Sud-Est.
Au sommet du col de Vence, un petit feu de broussailles se déclenche en début d'après-midi. Les rafales de vent lui donnent de l'ampleur, l'alerte est donnée. Sur place, tous les moyens d'action sont déployés et mobilisés. Force 06, les vigies et les sapeurs-pompiers. En réalité, cette intervention n'est qu'une simple simulation du dispositif déployé cette année pour lutter contre les incendies dans tout le département. C'est un jour important parce que c'est le coup d'envoi pour demander à la population d'être prudent parce que les feux de forêt, c'est l'affaire de tous et c'est l'affaire de chacun. Le potentiel opérationnel du corps départemental, c'est 27 groupes feux de forêt. Chaque groupe feu de forêt est composé de 4 véhicules et la totalité de ces groupes feux de forêt, ça correspond à près de 500 personnels, 500 sapeurs-pompiers. Le département des Alpes-Maritimes est le 3e le plus boisé de la région PACA. Avec l'arrivée imminente de la période estivale, les risques d'incendie se font plus menaçants. Pour préserver la végétation et le bâti, la préfecture et le département des Alpes-Maritimes ont donc lancé la campagne de prévention et de lutte contre les feux de forêt. Comme chaque année, nous sommes mobilisés avec le service départemental d'incendie et de secours, le contrôleur général Diez qui met en place toutes ces troupes. Et la journée d'aujourd'hui est une journée de sensibilisation, de prévention, pour informer le public, pour leur demander d'avoir le bon comportement, de faire attention. Nous savons que 90% des feux de forêt sont des départs humains, provoqués par les hommes. Il faut donc que l'ensemble de celles et ceux qui fréquentent notre territoire, notre département, soient d'une prudence folle dès que les chaleurs sont là. Et aujourd'hui, la chaleur arrive. Dans les Alpes-Maritimes, 4200 soldats du feu seront mobilisés cette saison. Tous bénéficient de nouveaux moyens pour garantir leur sécurité face aux flammes. Des nouveaux camions-citernes avec arrosage automatique et des véhicules liaison tout-terrain. Ils sont les anges gardiens de nos vacances et de nos étés. Des dizaines de sauveteurs en mer veillent à notre sécurité. Et depuis un an, 23 jeunes de la Côte d'Opale ont appris les techniques de sauvetage, de navigation et se sont entraînés dans la perspective de cet été. Le stage mer, c'est ce qu'ils doivent réussir pour pouvoir obtenir leur diplôme de sauveteur. Ils assureront ensuite la sécurité sur les plages. Dès cet été, bien sûr, Caroline Fichten pour WEO, la chaîne du groupe La Voix, les a suivis. Regardez. Savoir venir en aide à une personne qui se noie, poser correctement un collier cervical, les sauveteurs en mer formés par la SNSM doivent en être capables. Leur formation est terminée et ils doivent aujourd'hui valider leur diplôme. Depuis octobre, ils ont appris toutes les techniques de sauvetage. Sauvetage à la palme, vous êtes en lame, vous avez un départ de noyade, c'est à vous d'agir de la façon dont vous savez le faire le mieux. Le sauveteur en mer est couteau suisse, donc ils ont appris beaucoup la navigation en mer, la nage avec palme, l'aisance, le secourisme, beaucoup de secourisme, tout ce qui va être la réglementation, la législation, la météo marine, la topographie de plage, les courants, les vagues. Ils apprennent énormément de choses pendant tout ce stage. Devenir sauveteur, c'est de l'entraînement. Il faut des qualités physiques et beaucoup de motivation pour y parvenir. Le fait qu'on puisse être là pour aider les autres, la surveillance, beaucoup de secourisme qui me plaît beaucoup. Pour être un bon sauveteur, il faut avoir une bonne condition physique. Il faut aimer un petit peu quand même le milieu marin. Il faut aussi être rigoureux parce que c'est vraiment un boulot qui demande de la rigueur et du travail. Ce stage de fin de formation, c'est le moment où les jeunes mettent en application ce qu'ils ont appris pendant un an et il y a parfois des choses à revoir. C'est mettre vraiment tout ce qu'on a vu en application et corriger nos petits défauts qui peuvent encore subsister jusque-là. Là, on était en mise en situation où on avait notre petit poste de secours qui était créé. On avait notre chef de poste qui avait son équipe qui devait gérer justement une intervention. Et ensuite, voir comment ça se passait avec ce qu'ils ont appris dans l'année. Et là, ce qui ne va pas, eh bien, on revoit. On repratique et on améliore. Chaque année, les sauveteurs doivent revalider leurs aptitudes, une condition indispensable pour pouvoir être affectés à un poste de secours. La SNSM assure la surveillance d'un tiers des plages françaises. Voilà, et bientôt direction Malibu. Voilà, si cela vous gratte, attention, un an après la création de la plateforme CITIC, qui permet aux citoyens de partager des informations relatives à la présence de tiques sur certains sites ou encore d'envoyer ces parasites par la poste afin d'être analysés, le réseau CITIC propose désormais une formation préventive à destination des animateurs sportifs et centres d'accueil pour mineurs en contact régulier avec les milieux de pleine nature. Ils sont très exposés aux tiques et cette initiative est proposée en
en collaboration avec la Direction régionale de la jeunesse, des sports et la cohésion sociale dans tout le Grand Est. C'est Anaïs Le Gall pour Via Vosges qui nous le raconte. Il faut tourner la tique dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'enlever correctement. Son corps risquerait de repousser si on lui laissait la tête. Autant d'idées reçues qu'il est nécessaire de combattre pour agir efficacement en cas de piqûre. Ce mercredi, une quinzaine d'acteurs du milieu sportif et éducatif ont participé à une formation de prévention face aux maladies véhiculées par ce petit parasite. Un programme proposé par la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. La tique, comme elle est sensible à l'humidité, à la chaleur, en fait, effectivement, le matin, elle va monter sur une herbe, elle va aller se positionner. On va travailler spécifiquement sur le cadre de l'accueil collectif de mineurs. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant qu'animateur ou pas? Est-ce que j'ai le droit de mettre du répulsif sur des enfants? Est-ce que l'assistant sanitaire a le droit de retirer une tique? Est-ce que la réglementation m'autorise à faire, à ne pas faire? Est-ce que je dois aller consulter le médecin? Toutes les questions légitimes que doivent se poser des professionnels qui encadrent des enfants dans le cadre d'une colo ou d'une activité sportive. Dans l'une des régions les plus touchées par la maladie de Lyme, transmise par les morsures de tiques, l'objectif est d'apprendre les bons gestes pour éviter la contagion. Avec ma responsabilité et le fait de pouvoir dire ce qu'il en est à tous les animateurs derrière, moi je partais de rien du tout sur le tic. Je viens de la région parisienne à l'origine où on ne sort pas forcément beaucoup en forêt, et en arrivant dans cette région, je me suis dit que c'est très intéressant que j'en apprenne un peu plus, parce que ça peut arriver à tout moment qu'un enfant se fasse piquer, et comment agir avec les on-dit qu'on entend, avec les recommandations qui peuvent changer, évoluer. Une formation dispensée dans tout le Grand Est qui vient s'appuyer au réseau CITIC déployé en juillet 2017. L'objectif, associer les citoyens à la recherche en leur permettant de partager leurs observations via une application smartphone et même d'envoyer des tiques par la poste afin d'être analysées par des scientifiques. Ces données permettront d'établir des tendances telles que la répartition géographique des parasites en France ou encore la fréquence des morsures selon l'âge ou le sexe. En novembre 2018, la plateforme recensait plus de 11 800 signalements de piqûres sur l'homme. Voilà, on continue avec les unes de la presse quotidienne régionale, ce JT des territoires dans un instant. Bonjour Saveria, on va s'intéresser grâce à la une de Midi Libre aux chasseurs du futur. Et ce chasseur du futur, c'est le projet d'avion de combat franco-allemand. C'est au Salon du Bourget que vous pourrez le découvrir. Emmanuel Macron a dévoilé hier le remplaçant du Rafale. Il succédera aussi à l'Eurofighter qui équipe plusieurs armées européennes pour la première fois. Il ne s'agira pas d'un avion 100% français puisqu'il s'agit d'un projet mené par la France avec l'Allemagne et l'Espagne. Il devrait entrer en service en 2040. Voilà, et à la une de Paris-Normandie, c'est le service national universel lancé, être utile à la France. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le service national universel est lancé cette semaine. Expérimenté avec 2000 volontaires, ils ont été répartis sur 13 départements. Le dispositif est appelé à se généraliser au fil des ans à l'ensemble d'une classe d'âge, soit 800 000 adolescents. Voilà, et c'est à la une de Libération. Et comme c'est le journal des territoires, c'est Libération Champagne. C'est le labo qui traque les fausses steaks. Qu'y a-t-il vraiment dans vos assiettes? Altisia est un des rares laboratoires français capables d'analyser la viande que nous mangeons chaque jour. Ce laboratoire réalise des analyses histologiques pour l'agroalimentaire. Objectif, déterminer si un steak est vraiment composé de muscles ou bien d'autres choses. Je rappelle que 750 tonnes de fausses viandes ont été livrées début juin aux banques alimentaires en France. Ça, je sais que Michel Richard, qui est l'invité du Club de la Presse, ne le savait pas. C'est dans l'Écho de Haute-Vienne. Limoges est à la pointe du numérique adapté. Limoges. L'école de magie d'Elintil, c'est une application qui sort cette semaine et c'est la première application numérique adaptée aux enfants déficients visuels, un projet inédit pour permettre à tous les enfants d'accéder aux livres, à la lecture et à la culture pour tous. Mes mains en or, c'est une maison d'édition qui crée et qui adapte des ouvrages pour tous les enfants malvoyants et aveugles. Et puis à la une de la Provence, qui va oser l'acheter? C'est une arme qui a tué Van Gogh, qui est vendue aux enchères. Qui va oser l'acheter? Quoi? Eh bien, l'arme la plus célèbre de l'histoire de l'art, celle avec laquelle Vincent Van Gogh aurait mis fin à ses jours. Elle est mise aux enchères demain à l'Hôtel Drouot, estimation entre 40 et 60 000 euros. C'est un bout d'histoire qui va donc se vendre. Le revolver aurait été utilisé par le maître pour mettre fin à ses jours le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise. Avis aux amateurs. Voilà, merci Saveria. On vous retrouve en troisième partie pour l'actualité parlementaire. À tout à l'heure. C'est le Club de la Presse qui démarre dans un instant.
de la presse avec Gaëtane Bossard. Bonjour Gaëtane, responsable des pages hautes scènes du Parisien. Merci d'être avec nous. Et Michel Richard. Bonjour Michel Richard, éditorialiste au Point. On va démarrer. Alors tout à l'heure, on va parler avec vous, Gaëtane Bossard, de l'ambiance dans les quartiers, notamment à travers le destin brisé d'un jeune espoir de la boxe, victime de ce qu'on appelle une jambisation. Vous l'expliquerez tout à l'heure. Mais avec vous, Michel Richard, on va s'autoriser à parler un petit peu de l'exécutif et du Premier ministre qui durcit les règles de l'assurance chômage. Un Édouard Philippe que vous regardez, que vous observez et que vous trouvez, comment dirais-je, original. Oui, il est original parce que, d'abord, ce qui me frappe le plus, c'est sa manière de parler, sa manière de s'exprimer. Naturellement sous contrôle. Il sait trop les ravages que peuvent faire un lapsus, etc. Mais absolument. Et il y a beaucoup dans sa manière de parler d'hésitation. On voit qu'il réfléchit en même temps qu'il parle. Et ça donne Vous voulez dire c'est inhabituel. En tout cas, ça déconnecte un peu l'idée du langage tout fait, de la langue comme ça, de bois. Et donc, c'est intéressant. Il y a beaucoup d'hésitation dans ce qu'il dit. D'ailleurs, il avoue lui-même que sur des tas de sujets, il a évolué. Il a évolué sur la PMA, il a évolué sur l'impératif écologique. Et puis, donc, il a l'air toujours d'avoir des convictions, certes, mais enfin, de n'être pas obstiné. Et il a une expression qui est très intéressante, qui revient très très souvent dans sa bouche. Il dit « ça s'entend ». C'est-à-dire, c'est un argument que visiblement il ne partage pas, mais il ne le rejette pas a priori. Il dit « ça s'entend ». Bon. Est-ce que ça s'écoute? C'est autre chose. Alors, son objectif, c'est économiser au moins 3 milliards d'euros en 3 ans. Il présente donc sa réforme des règles d'indemnisation, contestée par patronat et syndicats quand même. C'est très bon signe. Oui, c'est très bon signe. Que les deux secteurs. Évidemment. Bon, il faut savoir d'abord que cette réforme, si le gouvernement l'a reprise en main, c'est parce que justement les partenaires sociaux, les syndicats et les patronats ne se sont pas entendus dans les phases préliminaires de dialogue. Exactement. Donc il y a eu des mois de discussion, ils ne sont pas arrivés à une entente et le gouvernement à ce moment-là a dit on reprend les choses en main, faute de cette entente que nous aurions préférée. Alors évidemment, s'ils ne se sont pas entendus, on voit mal pourquoi l'arbitrage, le choix final du gouvernement les satisferait. Ils ont les uns et les autres des raisons de se plaindre. Le patronat par l'instauration du bonus-malus qui va pénaliser les entreprises quand elles font abusivement des contrats courts, je dirais. Et puis les syndicats... Une taxe sur les CDD aussi. Oui, une taxe sur les contrats à durée déterminée. Voilà, oui, tout ça est évidemment fait pour éviter une trop grande libéralité dans les contrats de travail dont subiraient les conséquences les plus précaires, disons, dans l'emploi. Et puis alors évidemment, les syndicats des salariés ont à se plaindre du changement des règles d'indemnisation qui deviennent un tout petit peu plus sévères, c'est-à-dire pour avoir droit à une indemnisation chômage, il faudra travailler un peu plus de mois dans le prochain régime que dans l'ancien. Et puis il y a le gros problème des cadres qui, eux, verront leur indemnité qui est au sommet, c'est-à-dire de l'ordre de 6 000... Les cadres supérieurs. Les cadres supérieurs, absolument. Dégressivité. Dégressivité, c'est-à-dire au lieu de toucher ça pendant 1 an, ils vont les toucher pendant 6 mois, puis ça va descendre en escalier. Alors évidemment, ça fait protester beaucoup de gens en disant les cadres, écoutez, ce sont eux qui financent beaucoup déjà ce système, et là, on leur retire ce qui est... non pas un avantage, mais un dû. Je voudrais revenir sur ce CDD qui est un symbole. Au fond, CDD, CDI, on sait tout ce que c'est-à-dire des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Au fond, la flexibilité du travail dont on parle tant, moi je pensais qu'elle était basée sur justement l'obtention d'un CDD. Oui. Et alors là, le gouvernement veut plutôt qu'il y en ait moins. C'est curieux, non? C'est pas paradoxal? Parce que, évidemment, c'est paradoxal, parce que les réalités sont compliquées. Pour les chefs d'entreprise. Naturellement, il faut des CDD parce que ça met de la souplesse, de la flexibilité, comme vous dites. Et d'ailleurs, l'État lui-même, en tant qu'employeur, croyez-moi, se sert de CDD, mais très 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 volontiers. Donc il est le premier, entre guillemets, coupable. Maintenant, trop de souplesse et trop de flexibilité, c'est évidemment un avantage pour des sociétés, des entreprises qui, si je puis dire, font bon marché de cette précarité. Et donc,
abusent de cette libéralité qu'elles ont d'embaucher pour des contrats courts renouvelables éternellement. Alors naturellement, il y a des règles qui les contiennent normalement dans le temps, mais après ça, allez y voir. Les jeunes, Gaëtan Bossard, ils préfèrent des CDD ou des CDI ? S'ils aiment ce qu'ils font, ils préfèrent un CDI, assurément. S'ils sont heureux dans leur matière, oui, ils aspirent à décrocher un CDI. Qu'est-ce qui se passe dans les pays européens, aux alentours, Michel Richard, sur ces contrats CDI, CDD ? Il y a le même type de contractualisation, j'allais dire ? Alors écoutez, je ne veux pas dire de bêtises, je ne connais pas bien franchement les règles du jeu en Europe. Je pense tout de même que nous sommes parmi les plus gros utilisateurs de ces contrats courts. Et pour répondre à votre question à l'instant sur les jeunes, tout dépend, parce que beaucoup de jeunes veulent beaucoup de liberté aussi dans leur travail, et beaucoup ne détestent pas... On dit qu'on va changer de vie plusieurs fois dans une vie, voilà. Donc de vie professionnelle. Et beaucoup ne détestent pas ce qu'on appelle le système de la permittence, c'est-à-dire une partie de l'année, on travaille pour... naturellement gagner de l'argent et gagner un droit à indemnisation au chômage, puis ensuite on s'arrête. C'est le cas des jobs d'été notamment, non ? Exactement, et puis on court le monde, on va frotter sa cervelle à la cervelle d'autrui, et puis on recommence. Donc beaucoup de jeunes, en fait, ne sont pas demandeurs d'un contrat qui les emprisonnerait excessivement, à leurs yeux. Merci, vous restez avec nous, Michel Richard, pour le débrief de l'actualité tout à l'heure. L'exécutif durcit les règles de l'assurance chômage, on y reviendra. Dans vos pages, celle de l'Île-de-France, du Parisien, Gaëtan Bossard, c'est triste, c'est le destin brisé d'un espoir de la boxe. Alors ça, moi, j'y suis particulièrement sensible, j'aime beaucoup ce sport, qui est victime d'une jambisation. Vous avez expliqué ce qu'est une jambisation. En réalité, ce qui se passe, c'est le règlement de compte lié au trafic de drogue qui a dans beaucoup de quartiers qui entourent Paris aujourd'hui. C'est ça le problème. Oui, c'est un phénomène qui remonte un peu maintenant, puisqu'on est très coutumier du fait dans nos cités, dans nos cités en Île-de-France. Là, il s'agit d'Argenteuil. Voilà, là, ça s'est passé, en l'occurrence, ce qui est arrivé, ça s'est passé à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, il y a tout juste un an. C'est un jeune homme qui s'est fait tirer dans les jambes et qui est depuis lourdement handicapé, qui était donc un expert de la boxe et qui peut tirer un trait sur sa pratique, évidemment. On appelle ça la jambisation, en effet. On tire dans la jambe de quelqu'un ? Dans les jambes, ça vient de l'italien, ça vient de la mafia italienne. Au pistolet. Voilà. On appelle ça la gambizzazione, excusez-moi pour l'accent, mais ça vient de là. Et on tire dans les jambes. Le but, c'est de blesser, pour que ça se voit, pour donner l'exemple. Et en même temps, les peines encourues sont moins graves que si on tuait, évidemment. Mais on se retrouve en fauteuil roulant. J'ai vu qu'il y avait d'ailleurs... En l'occurrence, oui. Donc il y a de très nombreux cas. Je parle de la Seine-Saint-Denis parce que c'est un département où il y a pas mal de ce type de jambisation. Il y en a eu 6 l'année dernière en Seine-Saint-Denis et 19 sur l'ensemble de l'Île-de-France. Sachant que ça peut aller plus loin, évidemment, mais... Les Bouches-du-Rhône sont aussi adeptes, on va dire, dans certains milieux de ce type de vengeance. En fait, c'est le niveau soft, entre guillemets, parce que c'est pas soft du tout, mais du règlement de compte, nous explique un policier. C'est le premier niveau du règlement de compte. Qu'est-ce que, la question suivante, la police peut faire contre ça ? Est-ce qu'elle est utilement armée pour ce type de réponse ? Alors là, la jambisation, mais d'une manière générale, ce trafic de drogue... qu'on n'a pas l'impression qui est jugulé aujourd'hui. On a l'impression que ça va plutôt plus mal. Ça repousse dès qu'une tête est coupée, c'est clair. Et là, en la matière, sur la jambisation, c'est très compliqué de retrouver les auteurs. Ils n'ont pas été retrouvés, ceux-là. Non, ceci, voilà, ça fait 1 an dont ce jeune homme a été victime. On ne retrouve pas les auteurs. C'est compliqué parce qu'il y a peu de témoins en général. Ça se passe très vite, c'est furtif. Là, c'est très rare que quelqu'un s'exprime, qu'une victime s'exprime et dise ce qui lui est arrivé et attendre qu'on retrouve les auteurs, parce qu'en général, les victimes se taisent aussi par peur des représailles. Bien sûr. Donc, pour les policiers, c'est très compliqué d'agir parce qu'on n'a personne qui parle. C'est ça le problème. Même les gens qui sont blessés ne parlent pas. C'est très compliqué et il y a un taux d'élucidation qui est infime. En général, ces gens disparaissent dans la nature et on ne les retrouve pas. Et ça ne se passe pas dans Paris intramuros, ça se passe, Michel Richard, évidemment dans les quartiers autour de Paris. Absolument. Bon, il faut dire les choses simplement.
nous avons en matière de trafic de drogue la loi la plus répressive de toute l'Europe, et nous avons les résultats les plus piteux. C'est-à-dire... C'est dire la déferlante de drogue qu'il y a sur le pays. C'est-à-dire des consommateurs plus nombreux que dans d'autres pays où la loi est moins sévère, et surtout une économie clandestine, donc, mais qui prospère allègrement dans tous les quartiers, et même dans certains de Paris, hein, bien sûr, et de toutes les grandes villes. Et donc, je pense, c'est ce que disent en tout cas la plupart des policiers, c'est inarrêtable. Parce que naturellement, la police peut faire des coups d'arrêt, rentrer dans une cité, etc. Puis elle s'en va, elle a le dos tourné. Bon. Et puis vous avez toute cette économie très très bien organisée, un peu comme la mafia, comme vous le dites, avec des guetteurs qui sont des gamins qui ont 12 ans et qui gagnent plus d'argent que leur père qui est au chômage. C'est une course sans fin, vraiment. C'est dans vos pages d'Île-de-France, le destin brisé d'un espoir de la boxe, victime d'une jambisation. Sur le site internet du Parisien, vous pourrez voir ce dont il s'agit, une jambisation. Et son nom, c'est Leclerc Nogos. Il a 24 ans et il envisageait de participer au JO de Tokyo en 2020. On lui souhaite quand même un prompt rétablissement. Merci Gaëtan Bossard. Merci Michel Richard. À tout à l'heure. On va tout de suite regarder la météo, le temps qu'il fait en France aujourd'hui. On se retrouve juste après. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France. Voilà, avant de retrouver notre invité politique Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, on va regarder ce qui se passe du côté de l'étranger. On va se rendre au Canada, à Toronto, alors que toute la ville devait faire la fête lors de la parade des Raptors. C'est l'équipe de NBA de basket. Eh bien, des tirs ont blessé 2 personnes dans la foule. Vous allez voir des images très spectaculaires. Et puis, c'est toujours ces attaques en mer d'Oman. Washington publie de nouvelles photos et va envoyer des soldats au Moyen-Orient. 1000 soldats. Les États-Unis incriminent, vous le savez, toujours l'Iran dans l'attaque de ces 2 pétroliers. On se retrouve juste après le Zap Monde. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. De nouveaux éléments rendus publics par le Pentagone. Sur ces images, la cavité provoquée par une mine apposée sur la coque d'un pétrolier, ou encore des gardiens de la révolution iranienne sur un Zodiac, près d'un tanker selon Washington. Des clichés censés prouver la responsabilité de l'Iran dans l'attaque de 2 pétroliers en mer d'Oman jeudi dernier. Dans ce contexte de forte tension, Téhéran annonce ne plus vouloir respecter l'accord sur son programme nucléaire et relance l'enrichissement d'uranium. Une équipe canadienne emportant pour la première fois l'un des trophées les plus convoités du monde, celui du championnat nord-américain de basket. C'est ce qui peut pousser un lundi des centaines de milliers de personnes dans les rues de Toronto. Un Premier ministre a entré dans la foule et malheureusement, un ou des tireurs fous a utilisé une arme. Des coups de feu, suivis d'un mouvement de panique. Alors que la parade touchait à sa fin, 4 personnes ont été sérieusement blessées par balle, sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Et 3 autres personnes ont été arrêtées, selon la police. Aucun motif n'a pour l'instant été évoqué. 2 armes à feu ont été saisies.
Soulafa étudie depuis 2 ans en enseignement préscolaire et primaire. J'ai grandi ici dans une famille super intégrée au Québec. On a toujours été impliqués dans la société. Pour travailler, elle devra retirer son hijab. C'est ma passion. Puis là, on me dit que je peux pas à cause de mes convictions religieuses, donc je suis découragée vraiment. Amrit, une jeune diplômée en enseignement de religion sikh, l'est tout autant. Je parle français, j'ai fait l'effort de parler en français, je donne mes taxes, j'ai étudié ici. Pourquoi je suis pas comme les autres? Les 2 jeunes femmes misent sur cette contestation judiciaire déposée par le Conseil national des musulmans canadiens et l'Association canadienne des libertés civiles. L'objectif, convaincre la Cour supérieure que la loi est inconstitutionnelle et exclut les minorités religieuses.